Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition spéciale de Sénat 360. Après 3 mois de grands débats, Emmanuel Macron veut transformer les colères en solutions. Il va s'exprimer ce soir à 20h à la télévision avant une conférence de presse mercredi. Exercice inédit pour les chefs de l'État qui jouent là l'acte 2 de son quinquennat. Analyse et réactions à suivre. Et puis parmi les mesures les plus attendues pour mettre un terme à la crise des Gilets jaunes, on regardera de près les mesures en faveur du pouvoir d'achat. Elle pourrait passer par une réindexation des retraites sur l'inflation. C'était déjà une proposition du Sénat. Les explications dans cette édition spéciale. Et pour réagir, je vous rappelle que vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux avec le hashtag sur Twitter Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera également Alexandre Poussard en direct de la salle des conférences du Sénat dans notre multiplex parlementaire à suivre. Lundi à 20h, je vous réponds. Emmanuel Macron s'apprête à mettre un terme au suspense qui entoure la sortie du grand débat, tel le dernier épisode d'une série qui a débuté le 15 janvier, date du coup d'envoi du grand débat. Le chef de l'État va enfin abattre ses cartes ce soir avec des annonces que l'on nous promet concrètes pour répondre à l'exaspération. Alors parmi les pistes, la création d'une nouvelle tranche d'imposition ou encore la réindexation, je le disais, des retraites sur l'inflation, des mesures qui devraient permettre une amélioration du pouvoir d'achat des citoyens. Le détail avec Adrien Develay. Parmi les annonces qui semblent s'imposer, beaucoup devraient d'abord porter sur le pouvoir d'achat des plus modestes. Avec d'abord la possible réindexation des petites retraites sur l'inflation et la revalorisation du minimum vieillesse, déjà augmenté de 35 € en janvier, le gouvernement envisagerait d'aller encore plus loin. Des aides aussi pour les familles monoparentales, avec la création d'un service public de la pension alimentaire pour aider les parents célibataires dont l'ex-conjoint ne paye pas de pension. Le président pourrait aussi annoncer la baisse, voire la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Plébiscitée par les Gilets jaunes et les consultations du grand débat, la TVA sur les produits comme les fruits, la viande, le pain, aujourd'hui taxé à 5,5%, mais aussi les produits d'hygiène, l'électricité et le gaz pourraient voir leur coût baisser. Mais sur cette proposition, mercredi dernier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, se montrait réservé face au Sénat. L'intégralité des produits de première nécessité sont taxés au taux le plus bas de 5,5%. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Dans le porte-monnaie des Français, ce ne sont que quelques centimes d'euros. Donc je ne suis pas certain que ce soit la meilleure idée. Ces mesures de pouvoir d'achat devraient être accompagnées de grandes annonces sur la fiscalité, l'impôt sur le revenu notamment qui pourrait devenir plus progressif. Aujourd'hui, le barème compte 5 tranches. Le gouvernement envisagerait d'en créer une de plus pour moins peser sur les classes moyennes. Le rétablissement de l'ISF ne serait pas au programme. Un alourdissement de l'impôt sur la fortune immobilière serait en revanche privilégié. Enfin, la suppression des niches fiscales a été proposée par certains membres de la majorité. Elle pourrait faire l'objet d'annonces ce soir. Et premier invité de notre multiplex, c'est le sénateur LR des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi. Il est avec vous, Alexandre Poussard, pour une première réaction. Roger Karoutchi, qu'est-ce que vous attendez des mesures qui vont être annoncées ce soir par le président de la République? D'une part, qu'elle aille dans le bon sens, plus de pouvoir d'achat, moins de fiscalité, puisque les Français sont exaspérés, mais surtout qu'elle soit financée. C'est-à-dire que je ne voudrais pas que ce soit encore des promesses, des engagements qui, non financés, seraient en réalité de la dette et du déficit supplémentaire. Nous sommes déjà dans une situation catastrophique, 2200 milliards d'euros de dette, un déficit de 3,2%, un des plus hauts d'Europe en 2019. Oui à des engagements, d'autant plus que le grand débat en a exacerbé beaucoup, mais en même temps, des engagements clairs du président de la République sur la remise à plat des dépenses publiques pour savoir comment on finance les annonces de ce soir. Est-ce que c'est à la fonction publique de payer ces annonces de sortie du grand débat? Alors quand on dit est-ce que c'est à la fonction publique, je rappelle que le président de la République en 2017 s'était engagé à réduire de 120 000 le nombre de fonctionnaires pendant tout le quinquennat. En 2 ans, il y a eu une réduction que de 5 000. Donc on peut imaginer qu'il y a un peu de marge. Le non-renouvellement des départs à la retraite ou la moitié des départs à la retraite, c'est faisable. Mais il n'y a pas que ça. Tout le monde sait bien qu'il y a un certain nombre de dépenses publiques qui doivent être mises sur la table, des doublons entre les départements, les régions et l'État, qui déconcentrent, qui transfèrent des compétences, mais qui conservent les administrations et les services compétents en la matière. Donc tout ça coûte cher, sans compter un certain nombre d'éléments, remise à plat des aides sociales pour faire
un bloc pour les réétudier. Tout ça nécessite une volonté de l'État. Et pour le moment, il n'y a pas de volonté claire, en tout cas sur les 2 dernières années, sur la réduction des dépenses de l'État, que ce soit des dépenses de promotion ou des dépenses d'allocation. Donc, revenons un peu à du réalisme. Alors, on semble se diriger vers un nouveau coup de pouce aux retraités. Cela va vous satisfaire? Ce n'est pas un nouveau coup de pouce, c'est le rétablissement de quelque chose d'un peu plus correct. Moi, je m'étais opposé très clairement à la hausse de la CSG comme à la désindexation des retraites. On nous dit maintenant on va le faire peut-être pour les petites retraites. Je commence à être un peu lassé de ce côté petite retraite parce que comme sous Hollande on était riche à 4 000 euros par mois, je ne sais pas combien c'est les petites retraites. C'est une injustice, la hausse de la CSG et la désindexation. Donc réindexons et supprimons la hausse de la CSG sur l'ensemble des retraites. Deuxième élément, il faut prendre des mesures. Alors on me dit sur la TVA, sur les produits de première nécessité, c'est très compliqué. C'est vrai. Mais en revanche, il y a une TVA de 10% sur les transports publics. Si on la remet à 5,5%, ce que le niveau européen acceptera, ça fait d'abord une baisse pour les prix des transports publics. Or, il y a un problème de mobilité dans ce pays. Et puis, il y a un certain nombre de mesures sur le pouvoir d'achat du SMIC. Mais faisons un Grenelle social, prenons des engagements de hausse sur 3 ans. En revanche, clairement, remis sur la table des dépenses publiques. C'est-à-dire, pas de promesses comme ça, parce que si le retraité gagne un peu, si le SMICAR gagne un peu, mais qui se rend bien compte que c'est des promesses sans argent comptant, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il paiera la facture. Très bien. Merci beaucoup, Roger Carotti, de m'avoir répondu. Merci à vous Alexandre pour cette première réaction et on continue l'analyse dans cette édition spéciale avec mes invités qui m'ont rejoint à l'instant. Sophie Taillé-Polian, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice Génération, rattachée ici au groupe socialiste, sénatrice du Val-de-Marne. Bienvenue à vous. André Gattolin est également avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine. Vincent Delahaye a également accepté notre invitation. Vous êtes sénateur centriste de l'Essonne et puis j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Raymond Hugonet. Bonsoir, sénateur. Eh bien, LR de l'Essonne. Première question pour vous, André Gattolin, puisqu'on voit bien les annonces très attendues ce soir, notamment en ce qui concerne le pouvoir d'achat, mettre un terme à cette exaspération fiscale. Édouard Philippe l'a dit la semaine dernière, il va falloir aller plus loin dans les baisses d'impôts, mais pas à n'importe quel prix. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'on va pouvoir baisser ces impôts sans aggraver le déficit public selon vous? Vous savez, baisser les impôts, ça peut se faire de plusieurs manières, mais une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas aller trop loin dans les coupes dans la ressource publique, compte tenu de la situation actuelle du pays et des engagements qui sont pris. On a déjà remis plus de 10 milliards fin décembre dans l'économie, en redistribution. On le voit, on va dépasser cette année le taux autorisé de déficit par Maastricht. On a cette contrainte-là qui est extrêmement importante. On a une marge, on a une certaine marge parce que l'économie française, paradoxalement, se porte pas trop mal en termes de croissance. Cette marge, selon vous? Moi, je pense que c'est sur effectivement les retraités et puis les salaires, comme on dit, moyen bas, pour pas dire les gens qui sont exonérés d'impôts, mais les gens qui en payent, mais qui en payent peut-être proportionnellement trop par rapport à leur coût de vie. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Il y a une France périurbaine qui est en souffrance, qui n'a pas aussi tous les services publics qui lui permettraient de vivre un peu comme on vit dans les villes, ou sans non plus la tranquillité et le calme qu'on a on va dire, dans le monde rural. Oui, il y a des préoccupations dans ce sens-là. Je crois aussi qu'on a des crédits d'impôt dans ce pays qui sont excessifs. C'est une mesure, à mon avis, qui va être considérée. Il va falloir nettoyer. Vincent Delahaye, votre regard justement sur ces baisses d'impôts attendues. Ça va permettre de relancer le pouvoir d'achat, mais je ne disais pas à n'importe quel prix. Ça vous inquiète, vous? Écoutez, moi je suis pas pour des baisses ponctuelles, spécifiques, conjoncturelles, parce qu'on a fait un grand débat pendant 4 mois et qu'il ne s'est rien passé, qu'on découvre des choses qui étaient évidentes il y a 4 mois. Moi, j'ai rien appris avec ce grand débat. Honnêtement, rien appris sur l'attente des Français, sur la diversité de ces attentes, d'où la complexité de la réponse. Mais entre-temps, au groupe de l'Union centriste, on a fait des propositions fiscales. Nous sommes pour un Big Bang fiscal. On considère que le système aujourd'hui est hyper complexe. Il n'est pas forcément totalement injuste, mais il est incompréhensible.
Et il faudrait le simplifier et le rendre beaucoup plus efficace. Donc on a des propositions sur l'impôt sur le revenu, d'ailleurs, dont certaines sont reprises, ça m'amuse un petit peu. On a des, avec la création de sur la TVA. Ça devrait vous faire plaisir, cher ami. Sur la TVA, mais ça me fait plaisir, moi ça me fait toujours plaisir quand on reprend, mais quand on reprend que partiellement, moi je suis pour une reprise totale. Parce qu'on a besoin d'un système qui soit beaucoup plus efficace. Alors pas forcément des baisses, parce que si on veut baisser, il faut baisser la dépense publique. Aujourd'hui, on a des déficits qui sont énormes. Donc si ce soir on nous annonce des baisses d'impôts sans baisse de la dépense publique, on nous arnaque. C'est clair. Moi, je considérais que c'est une arnaque parce que on nous a annoncé en début de quinquennat qu'on allait, comme d'ailleurs François Hollande l'avait fait lors du quinquennat précédent. Moi, j'ai l'impression de revivre le quinquennat précédent. On arrive ici au Sénat et on nous dit dans 5 ans, les comptes seront à l'équilibre. On aura tout rétabli. Et en réalité, au bout de 2 ans, on dit « Ah non, ça ne sera pas possible, finalement, on n'y sera pas ». Donc, et là, si on nous annonce des baisses très ponctuelles, pour moi, c'est une arnaque s'il n'y a pas en face des baisses de dépenses publiques. Jean-Raymond Hugonet, baisser les impôts sans renier ses promesses de campagne, c'est possible? On voit que c'est une équation difficile pour l'exécutif. Elle est ô combien difficile dans la mesure où, encore une fois, on ment aux Français. Pouvoir faire croire que par un grand débat, une grande émission de télévision et des grandes annonces, on va résoudre leurs problèmes. Et le problème profond du pays, plus que le problème des Français, c'est le problème profond du pays qui est dans un état de faillite. Si on analyse les comptes de l'État, c'est une faillite. Alors, bien entendu, on ne raconte pas ça. Ça fait longtemps qu'il est en faillite, alors. Hein. Chers collègues, tout le monde s'est succédé à la tête du pays, si c'est ce que vous visez. Enfin, disons que ces dernières années, on n'a rien fait de mieux que de remettre encore de la poussière sous le tapis. Donc, le pays, il est en état de faillite. Si on ne le dit pas aux Français, c'est quelque chose qu'il faut voir, qu'il faut accepter. Et quand il est en état de faillite, on prend soin de ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui méprisés par le pouvoir central, ceux qui sont ignorés par le pouvoir central. Donc, les annonces du président de la République et quand même, la première annonce, c'est celle qui... s'adresser aux retraités, aux familles monoparentales, ça, ce sont les catégories peut-être les plus fragiles aujourd'hui qui avaient été un peu oubliées jusqu'à présent. Il serait temps qu'il les considère, qu'il rende un petit peu de dignité à ces populations-là. Voilà. Mais je prends quand même, on parle de taxes, mais quelle est la mesure phare du président Macron? Il a supprimé la taxe d'habitation. C'était pas beau, ça, quand même? C'est une belle suppression d'impôts. Ça a été financé comment? Ça n'est pas financé. Il demande à un sénateur, Alain Richard, et un ancien préfet, Dominique Bure, de lui pondre un rapport de 26 propositions. Que font ces messieurs? Un tour de bonneteau, ils font payer les uns par les autres, et on se retrouve toujours avec un déficit croissant et 26 milliards d'euros croissant le déficit. Sophie Taillé-Polian, votre regard sur ces mesures justement pour relancer le pouvoir d'achat, même si on attend effectivement des précisions ce soir à 20h du chef de l'État. Il y a parmi peut-être les pistes la création de nouveaux barèmes sur l'impôt sur le revenu pour qu'il soit plus progressif. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous seriez favorable? Écoutez, moi je suis toujours favorable à ce que l'impôt soit un petit peu moins injuste. Et peut-être qu'il serait un petit peu moins injuste si effectivement les plus bas revenus, les familles les plus modestes, qui sont quand même contribuables, puissent payer un petit peu moins. Mais il ne faut pas voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Monsieur Hugonet parlait de faillite. Moi je crois que nous sommes face à une faillite qui est la faillite du système libéral, qui est en œuvre depuis une vingtaine d'années, qui arrive à... D'une part, une impasse, merci de me laisser parler, une impasse démocratique, puisqu'on voit que tous nos pays sont au bord d'un basculement vers l'extrême droite, une impasse écologique, puisqu'on n'arrive pas du tout à prendre la mesure du danger climatique qui quand même pèse sur la planète et sur l'humanité, et puis évidemment, faillite aussi, parce qu'au niveau social, ces politiques ont une répercussion extrêmement lourde. Moi, ce que je voudrais observer, c'est que les 10 milliards, qui ne sont pas encore totalement financés, mais qui, pour partie, ont été quand même distribués aux Français, les 10 milliards d'euros de décembre, ils ont produit des points de croissance. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de considérer le budget de la France comme si c'était, comme si quand on dépensait un petit peu plus d'argent, c'est tout, on dépensait un petit peu plus d'argent. On dépense de l'argent, mais qui peut parfois permettre d'avoir davantage de recettes fiscales, créer les conditions de la croissance. Et c'est cette politique d'austérité qui empêche de faire cette politique par la croissance et par le pouvoir d'achat, qui est à l'œuvre depuis de trop longues années.
imposée notamment par l'Europe, mais mise en œuvre quand même par Emmanuel Macron, aussi par idéologie, et qui aboutit aujourd'hui à une fracture sociale qui est immense. Donc je ne crois pas que ce soit uniquement la création de 2 tranches sur l'impôt sur le revenu qui répondent aux enjeux majeurs de l'injustice fiscale vis-à-vis des très hauts revenus et vis-à-vis également, si vous me permettez de poursuivre, vis-à-vis également des très grandes entreprises qui s'évadent fiscalement et qui payent beaucoup moins d'impôts que les petites entreprises. Pas question de toucher au totem de l'ISF. Pourtant, ça fait partie aussi des mesures plébiscitées par les Français, le retour de l'ISF dans plusieurs enquêtes d'opinion. Oui. Et quelle est la question? La question, est-ce que c'est une erreur de ne pas revenir justement? Non, je crois qu'il y a des filles. Je pense qu'il faut regarder, moi j'ai toujours dit, une mesure, il faut la regarder sur 2 ou 3 ans. Je pense personnellement que c'est pas une mauvaise mesure, que c'est une bonne mesure parce qu'il y a une partie d'évasion fiscale qu'il faut considérer et que franchement, c'est pas le corps du système. Moi, je veux bien entendre qu'on augmente le pouvoir d'achat pour des raisons de justice sociale, m'expliquer que l'augmentation, je continue, le pouvoir d'achat. Oui, et justement, c'est justement l'efficacité économique que je conteste, madame, dans la hausse du pouvoir d'achat, parce que si les gens achètent des produits importés, moi je pense que il faut qu'un certain nombre de services, on peut redonner du pouvoir d'achat à condition qu'ils soient fléchés vers des consommations qui ne sont pas des consommations exogènes, qui ne construisent pas encore un déficit de la balance commerciale, ce qui est le cas actuellement. Donc je pense que j'entends la demande de pouvoir d'achat de partie de la population, et je dis c'est un problème sérieux au nom de la justice sociale et de la capacité de vivre, mais il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui construit la relance. Si les choses vont un peu mieux actuellement, vous l'aurez noté, depuis quelques mois, il y a moins de chômage, il y a plus de création d'emplois, on l'oublie, mais ce sont des effets qui datent d'il y a maintenant 6 ou 7 mois et qui jouent. Et donc, je ne suis pas dans le dogmatisme d'une politique libérale, je dis simplement, d'ailleurs, le libéralisme, il n'y aurait pas de crédit d'impôt à tout va comme on en a, notamment sur certains secteurs. Je suis pour le en même temps, je trouve que c'était une bêtise. On va y venir justement à cette politique du en même temps, parce qu'on a peut-être atteint les limites. Oui, parce qu'on a atteint les limites du toujours on va continuer ce débat, du mais même côté. Cela, on repasse salle des conférences avec vous, Alexandre Poussard, pour une réaction avec Dominique Théophile. Justement, c'est votre collègue sénateur La République En Marche de la Guadeloupe. C'est à vous, Alexandre. Dominique Théophile, quelles mesures attendez-vous ce soir du président de la République? Eh bien, ce qui a marqué les revendications ces derniers mois, savoir un coup de pouce pour les retraites et puis bien évidemment aussi la fiscalité sur la classe moyenne. Je crois que ces deux attentes sont fortes dans la revendication. Il y en a d'autres, mais vous savez que ce sont les finances de l'État. L'État, c'est nous, donc il va falloir un exercice très délicat pour pouvoir répondre totalement à toutes les revendications. Et c'est pour cette raison que je crois que le président le fera en 2 temps. Et puisque c'est du sérieux, c'est du profond, donc il faut manier ça avec dextérité. Alors pour financer ces mesures pour le pouvoir d'achat, comment on fait? S'il faut des efforts en termes de dépenses publiques ou faire contribuer les plus riches? Bien sûr, c'est toute la difficulté, puisque il faut, derrière ces réformes-là, les revendications, il faut beaucoup d'explications, d'instructions civiques, comme on dit. Comment l'État fonctionne. Plus de services publics ne peut pas être à la fois plus de baisse des impôts, puisque ce sont les impôts qui financent les services publics. Donc, par conséquent, il faut bien expliquer tout cela. Et puis, c'est qu'on connaît le déficit global de l'État est de plus de 3,2 aujourd'hui. Donc, ce sont des choses qui seront extrêmement difficiles à combiner. Bon, je crois que le président de la République a pris la mesure des revendications et donnera une satisfaction ce soir. Est-ce que pour vous, il faut rester sur cet objectif de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat? C'était dans le programme. Je crois qu'il y avait 120 000 postes pour Emmanuel Macron, mais il y en avait 500 000 pour un concurrent. Il y en avait 200 000 pour l'autre. Je crois que parmi ceux qui préconisaient la suppression, c'était celui qui avait le nombre le moins important. Donc je crois que ça devrait se faire, mais étalé dans le temps, parce qu'on le sait très bien, aujourd'hui, on est loin du compte. Et donc par conséquent, tout cela concourt à réoxygéner l'État et à faire en sorte que les choses aillent mieux dans la construction. Alors vous êtes sénateur de la Guadeloupe, est-ce qu'il y a une attente particulière ce soir des mesures du président de la République? Il y a beaucoup d'attentes en Outre-mer. La périphérie est toujours en difficulté. Sur le volet
pouvoir d'achat, on sait que la vie chère est quelque chose extrêmement, puisque nous avons fait notre mouvement Gilets jaunes en Guadeloupe en 2009 et ça n'a pas vraiment abouti à une satisfaction. Les choses sont encore difficiles. Et puis sur le volet environnement, puisque c'est un sujet très important, nous attendons un coup de pouce de l'État et c'est une revendication, mais je crois que le président et le gouvernement, les deux, ont pris la mesure des choses sur la problématique des sargasses, de la chlordécone, l'indemnisation de ceux qui ont subi cette nuisance de la chlordécone. Et bien évidemment, le chômage des jeunes à plus de 50% en Guadeloupe, et dans les territoires d'une manière générale, c'est un sujet crucial. Très bien, beaucoup de problématiques qui préoccupent les habitants d'outre-mer. Merci Dominique Théophile d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Alexandre pour cette nouvelle réaction. Suite de notre édition spéciale, on s'interroge sur les attentes provoquées, suscitées par ce grand débat avec les annonces prévues ce soir à 20h par Emmanuel Macron. Tam Tranu nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Tam, vous êtes journaliste au pôle parlementaire de Public Sénat. On va voir avec vous le rôle du Sénat justement dans cette de nombreuses revendications qui ont été exprimées depuis plusieurs mois par les Français. Effectivement, à ce rôle, on en a un petit aperçu, en tout cas pour la majorité sénatoriale, avec l'interview qui a été donnée ce week-end par Gérard Larcher, le président du Sénat. Interview dans laquelle il demande au président de la République des mesures concrètes, surtout pas des mesures cosmétiques ou seulement sur le volet institutionnel. Évitons les mesures bidons, dit d'ailleurs Gérard Larcher, c'est le titre choisi par Midi Libre. Dans son interview, le président du Sénat liste les thématiques pour lui qui ont été trop peu abordées lors du grand débat, l'emploi, la sécurité, l'immigration ou encore les retraites. Et puis il demande aussi des réponses territoriales, dit-il, dans le domaine de la santé, des transports ou encore des services publics. Une tonalité constructive dans cet entretien donné par Gérard Larcher. Tam. Et oui, le Sénat n'est pas un bunker anti-pouvoir, mais un contre-pouvoir, déclare d'ailleurs Gérard Larcher, qui fait donc une distinction assez fine et qui liste tous ces moments où le Sénat s'est montré constructif, notamment depuis la crise des Gilets jaunes, lorsqu'il a voté par exemple les 10 milliards d'euros de mesures d'urgence au mois de décembre en faveur du pouvoir d'achat, même si le Sénat n'était bien sûr pas d'accord avec tout. Idem plutôt lorsqu'il a adopté la réforme du travail ou encore celle de la SNCF. Bref, l'opposition pour le président du Sénat, c'est de dire qu'il n'est pas dans l'opposition systématique, bref, pas l'opposition bête et méchante. Oui. Plus largement, comment le Sénat a-t-il contribué, Tam, au grand débat et aux sujets de préoccupation qui sont ressortis? Alors, il y a contribué de différentes manières. En tout cas, il y a un certain nombre de sujets qui sont ressortis du grand débat sur lesquels le Sénat avait poussé ses pions. Je vais prendre 3 exemples. Tout d'abord, Emmanuel Macron pourrait annoncer, on l'a dit plusieurs fois, une réindexation des petites retraites sur l'inflation. La majorité fait une forme de mea culpa sur ce sujet par rapport à ce qu'elle avait décidé jusque-là. Eh bien, le Sénat avait appelé à la revalorisation de l'ensemble des retraites. Il y a tout de même une nuance, c'est pas tout à fait la même chose. Cela depuis longtemps et notamment lors de l'examen du dernier budget de la sécurité sociale. Autre question qui fait irruption dans le grand débat, celle de la santé, celle des déserts médicaux. Un sujet sur lequel le Sénat travaille depuis des années. Je rappelle que beaucoup de sénateurs veulent d'ailleurs réguler l'installation des jeunes médecins pour qu'ils choisissent les zones de déserts médicaux. Enfin, on peut prendre le volet démocratique. Le président du Sénat a fait ses propositions pour revitaliser les pétitions qui sont adressées aux sénateurs en leur garantissant, je cite, un droit de suite. Le Sénat a enfin aussi proposé que le référendum d'initiative partagée puisse être proposé à la fois par la voie parlementaire, c'est déjà ce qui existe, mais aussi par la voie des citoyens et propose d'abaisser le nombre de signatures nécessaires de plus de 4 millions aujourd'hui à 2 millions de signatures. Merci beaucoup, Tam, pour toutes vos explications. On va venir dans un instant sur ces questions institutionnelles. Mais avant cela, Sophie Taillé-Polian, on parlait de cette question des retraites. Le Sénat avait justement s'était opposé à cette désindexation des retraites sur l'inflation, très mal vécue par les retraités eux-mêmes, souvent électeurs d'Emmanuel Macron. Là, vous allez soutenir cette mesure ? Bien sûr que si cette mesure est annoncée, mais enfin finalement on ne ferait que rendre ce qu'on avait pris. Les compteurs ne seraient pas pour autant, ils seraient à zéro finalement, et parmi les choses qui ont suscité la colère. Donc cela ne résoudra pas uniquement la question du pouvoir d'achat qui a été soulevée par l'ensemble des personnes qui participaient au mouvement des Gilets jaunes et par d'autres, ainsi que sur d'autres sujets. Et notamment la question des salaires. Jean-Raymond Hugonet, vous dites Emmanuel Macron écoute enfin le Sénat sur ce point ? C'est-à-dire, c'est l'extrême arrogance avec laquelle le nouveau monde a abordé ce mandat. Que ce soit le président de la République
ou sa majorité. On allait voir ce qu'on allait voir. Le nouveau monde allait remplacer l'ancien, et nous qui étions mauvais, ils allaient nous montrer comment faire. Ils ont mis 18 mois pour casser la machine et revenir piteusement sur des mesures qui n'auraient jamais dû être prises. Donc c'est la moindre des choses, comme disait notre collègue, on revient à la situation précédente, et c'est une urgence. Vincent Delahaye, il faudra financer ce retour, cette indexation. Écoutez, toute dépense nouvelle doit être financée, même si tout à l'heure on a parlé de faillite. Pour moi, c'est la faillite du système socialiste auquel qu'on aperçoit aujourd'hui, parce qu'il y a 57% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale. C'est un record mondial, je dirais. On a ce record. On est 10% au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Et je pense que c'est tout cela qui fait que les Français ont un ras-le-bol fiscal. Ils ont des taxes, ils ont la CSG qui augmente, ils ont plein de cotisations, ils ont plein de choses comme ça. Moi, je pense que quand même le vrai débat qu'on devrait avoir, c'est sur le chômage. Parce que c'est la priorité, normalement, qui devrait être la priorité de toute politique en France. Et on s'aperçoit que finalement, ce n'est jamais le cas. Les Gilets jaunes ne sont pas spécialement les porte-parole des chômeurs. En tout cas, dans leurs revendications, on n'entend pas ça. Et il n'y a pas de porte-parole. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que c'est les gens qui sont au chômage qui souffrent le plus en France. Et c'est à cela qu'on devrait s'intéresser en priorité. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on arrive au bout de 4 mois de grands débats et on n'en a pas parlé du tout. Sophie Taillé-Polian. Oui, écoutez, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut être précisées. Quand on parle de dépenses publiques, on parle aussi en face de services publics. Quand on parle de prélèvements obligatoires, on parle de retraite, on parle de sécurité sociale. Il faut comparer ce qui est comparable, à savoir un niveau de prélèvement obligatoire et en face un certain nombre de droits. Donc quand on compare à d'autres pays, pays européens qui ont moins de dépenses publiques et qui ont peut-être moins de prélèvements obligatoires, mais en face, il n'y a pas les droits. Et les gens, que font-ils? Ils sont obligés d'aller vers le privé. Donc, ils dépensent quand même, mais ils dépensent sans garantie d'universalité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je vous rejoins quand même sur la question du chômage, de la précarité également. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'on doit attendre, pour moi, de l'allocution d'Emmanuel Macron. C'est la question des salaires. Parce qu'il ne peut pas y avoir de redistribution des richesses qui soit plus juste sans une augmentation des salaires. Cela fait très longtemps qu'on aide des entreprises sans contrepartie. Non, mais ça aiderait certainement les salariés. Il y aura des annonces sur les salaires ce soir. Aussi des salariés en puissance de leur souhait. Je ne vous entends pas, Pascal. Voilà, merci. Est-ce qu'il y aura des annonces sur les salaires ce soir? Je ne sais pas quelles seront les annonces. Moi, je crois simplement il y a un certain nombre de mesures qui vont être prises, dont on spécule d'ailleurs la nature. Moi, j'attends ce soir pour connaître les choses. Personnellement, j'ai participé au débat public, j'ai fait des propositions. Je crois qu'on a un vrai problème dans, plus généralement, la fabrique de la loi dans ce pays. Et il faut faire un mea culpa, y compris En Marche. C'est-à-dire que nous abordons toujours la loi sur un mode très technocratique et bureaucratique. On fait des études d'impact juridique, on fait des études d'impact financière, on se pose jamais, quand on fait une loi, qu'est-ce que ça fait concrètement aux gens. Je le dis d'autant plus que nous étions un certain nombre à avoir émis, parmi les sénateurs de La République En Marche, des critiques sur le passage à 80 km/h. Non pas qu'en soi, il ne faille pas abaisser peut-être la vitesse sur certaines routes, mais vous avez du 70, du 80, du 90. Vous faites 150 km, vous avez à peu près 120 changements de limitation de vitesse. C'est ça ce que ça fait aux gens. Le caractère insupportable, et nos services publics sont déconnectés de la réalité des gens parce qu'ils vivent en silo. Et je dis, c'est très bien de dire, on va numériser les services publics. Il se trouve que ça fait 6 mois que je me bats avec la CAF pour arriver à régler un dossier en numérique. Vous n'avez aucune notification, vous avez une déshumanisation des services publics. C'est pas qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires, c'est la manière dont on les gère comme des boutiques fermées et qui ne sont pas là au service des gens. Institutionnelle, puisqu'on nous promet aussi des annonces ce soir, puisque pour une partie des citoyens, la demande à l'issue de ce grand débat, c'est d'être mieux associé à la prise de décision, mais aussi un besoin d'être mieux représenté. Alors les explications de Sandra Serqueira. Sur le plan institutionnel, plusieurs annonces sont attendues. L'instauration d'une dose de proportionnelle allant jusqu'à 25% pour les législatives, au lieu des 15% évoqués jusqu'à présent. Le tout sans passer par la case de la réforme constitutionnelle. Si le RIC, référendum d'initiative citoyenne, principale revendication des Gilets jaunes, est exclu,
Le gouvernement pourrait proposer en revanche un recours facilité au référendum d'initiative populaire, le RIP, en abaissant le nombre de signatures nécessaires à 1,5 ou 1 million contre 4,5 millions aujourd'hui. Autre mesure, plébiscitée lors du grand débat, la prise en compte du vote blanc. Sur la table également, une diminution de 30% du nombre de parlementaires. Envisager aussi la suppression des avantages, bureaux, rémunérations et collaborateurs accordés aux anciens présidents, premiers ministres et ministres. Emmanuel Macron pourrait aussi proposer le remplacement des conseillers départementaux et régionaux par des conseillers territoriaux. Enfin, la suppression du CESE pour se transformer en chambre citoyenne. Régulièrement, des citoyens pourraient être tirés au sort pour réévaluer les lois. Vincent Delahaye, ces mesures égrenées par Sandra Cerqueira, est-ce qu'elles vont permettre de répondre au mur de défiance, mur de haine? C'est ainsi qu'a été qualifiée cette défiance des citoyens à l'égard des élus. Je ne sais pas si ça suffira. Ce que je constate, c'est que les maires sont souvent les élus les plus appréciés. Ils sont proches du terrain, ils sont proches des citoyens. Et finalement, avec la suppression de la possibilité de cumuler les mandats, on a éloigné finalement les parlementaires qui n'étaient pas ceux qui étaient les mieux vus des habitants, et on les a finalement éloignés. Bon, moi j'étais contre. Ça fait pas partie des propositions. Moi je suis pour la suppression du CESE. Je pense que depuis des années on aurait dû supprimer le Conseil économique et social. Après, pour ma part, je suis favorable à la réduction du nombre de parlementaires. La dose de proportionnelle, je pense qu'il faudrait qu'elle soit vraiment limitée. 25%, ça me paraît beaucoup trop important. Si on veut quand même une France gouvernable, j'avais pour ma part fait des propositions pour que les députés soient élus en même temps que le président de la République. Avec le quinquennat, on a un système d'entraînement qui fait qu'il n'y a plus que 40% des gens qui vont voter aux élections législatives, ce qui est ridicule. Il faudrait voter le même jour. Et le jour même, on aurait sans doute une chambre qui serait un peu plus représentative des Français et de la France, et du coup, avec laquelle le président serait obligé de composer. Aujourd'hui, on a un président surpuissant avec une chambre qui finalement ne joue pas vraiment son rôle. Jean-Raymond Hugonet, suppression du CESE, est-ce qu'il va être le bouc émissaire, le Conseil économique, social et environnemental de cette réforme des institutions? Tout ça encore est une foire à l'idée nouvelle. Nous avons des institutions, une constitution qu'il faut respecter. C'est certainement un des plus beaux documents au monde. Voilà. Or, le personnel politique n'est pas à la hauteur de cette constitution. Le problème, il est là. À chaque fois qu'on a tripoté la Constitution, je rappelle, dans les 20 premières années de mémoire, il doit y avoir 5 révisions qui s'imposaient, notamment celle de 62. Ensuite, je crois que c'est 18 ou 16 en l'espace de 18 ans. C'est une frénésie. C'est une frénésie. Et à chaque fois, on a fait des idioties, notamment le quinquennat, qui a tué la Chambre. Comment on répond justement à ce besoin de plus de démocratie, d'être mieux associé, qui a été exprimé de la part des citoyens dans le grand débat? Déjà, la démocratie, elle commence par le vote. Le vrai problème, c'est que le président de la République a été élu démocratiquement par une minorité de la population. Comment on fait revenir justement les électeurs au Arrêtez, c'est le deuxième tour. Jacques Chirac a fait 82% avec moins de 20%. La reconnaissance du vote blanc, ça peut paraître une bonne piste selon vous, justement, pour que les citoyens peut-être reviennent davantage. La reconnaissance du vote blanc peut aboutir au fait que celui qui sera élu ne sera pas reconnu puisqu'il n'aura pas eu le nombre de voix suffisantes. On en reviendra à la 3e ou 4e République. Donc arrêtons avec ça. Il y a des institutions, une constitution qui est très bien, qu'on n'y touche pas, surtout qu'on n'y touche pas, seulement que les hommes politiques et les femmes politiques soient eux. Non, c'est pas que tout va bien. C'est pas que tout va bien. Mais il faut respecter ça parce que ça, c'est notre histoire. Et ça fait 40 ans que ceux qui se sont succédés à la tête du pays ne respectent pas la nation et qu'on ne l'a pas expliqué au peuple. C'est pour ça que ça va mal. On essaye de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Personne n'y croit. Ce que va nous annoncer le président de la République ce soir, mais qu'est-ce que ça va faire ? Ce soir, il va annoncer qu'il ne privatise pas ADP. Pas dans le secret de Jupiter. Mais moi non plus, mais on ne va rien apprendre de nouveau, croyez-moi. Parce que ce qu'il a en tête... Ah bah oui. Sophie Taillé-Polian, est-ce que moi, je ne sais pas. J'ai essayé de savoir ce week-end, je ne suis pas arrivé. Certaines pistes, on en parlait, reconnaissance du vote blanc, introduction d'une dose proportionnelle, pourquoi pas aussi favoriser le recours au référendum. Écoutez, pour moi, là, si on est face à une réponse qui passe à cette forte demande de la population, des citoyens et des citoyennes, de prendre la main entre deux temps d'élection,
c'est le RIC finalement, de dire bah, écoutez, on voudrait que vous vous saisissiez de tels sujets, vous les parlementaires, vous le gouvernement, vous ne le faites pas, donc on vous y incite. Si on passe de cette demande, qui me semble extrêmement légitime dans la situation, à une à une proposition de simplifier le référendum d'initiative parlementaire, on n'est pas du tout dans ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, la population, les citoyennes, les citoyens puissent, à certains moments, s'ils le jugent utile, de manière à ce que le débat démocratique soit vraiment garanti, prendre la main, proposer un sujet, soumettre un sujet qui semble important et dont le personnel politique ne veut pas se saisir. Donc pour moi, on est à côté de la plaque si on est effectivement sur un assouplissement du RIP. Après, sur la Ve République, moi je pense que ça fait quand même très longtemps qu'on observe que nos institutions sont en phase d'essoufflement et qu'elles ne répondent plus à la situation politique de notre pays. Alors après, je vous rejoins sur le fait qu'il faut arrêter de bidouiller cette Constitution, parce que c'est ce qu'on fait avec des petites réformettes de ci, de là, dont on ne mesure pas forcément les conséquences au moment où on les met en œuvre. Notamment le quinquennat et l'inversion du calendrier entre l'élection présidentielle et le Parlement, qui a énormément affaibli le Parlement. Donc oui, il faut refonder nos institutions avec un équilibre pour redonner davantage de pouvoir aux parlementaires, parce que effectivement, ce sont eux qui représentent le peuple, et que la démocratie représentative, bien entendu, ce doit être le fondement de nos institutions, et pas un président omnipotent, un gouvernement et une chambre aux ordres. On va continuer cette édition spéciale, mais avant cela, on va voir ce sujet de Fabien Ricard, puisqu'on voit bien qu'il va y avoir des arbitrages, et que l'équation est difficile pour le gouvernement entre son aile droite et son aile gauche. Les explications de Fabien Ricard. Notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro. Nous devons baisser et baisser plus vite les impôts. Baisser les impôts, alpha et oméga des conclusions à tirer du grand débat national, c'est en tout cas l'interprétation très politique qu'en fait l'aile droite de la majorité. Derrière Édouard Philippe, les ministres Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, tous venus des rangs des Républicains, avancent groupés pour imposer leur ligne dans l'après-grand débat. Réduction des dépenses publiques, voire même recul de l'âge de départ à la retraite. Le fait qu'il ne faut plus augmenter les impôts, fondamentalement, est un des éléments majeurs du grand débat national. Est-ce que pour autant, juste pour terminer là-dessus, les Français nous disent, pour baisser les impôts, creuser la dette, augmenter la dépense publique, on s'en fout, on verra ça plus tard? La réponse est non. Si vous souhaitez que l'on finance la dépendance, si vous souhaitez peut-être demain encore plus de baisse d'impôts, il n'y a pas beaucoup de solutions, soit on creuse le déficit et la dette, ça nous y refusons, ou alors on travaille plus longtemps. Le ballon d'essai est lâché, alors même que le maintien de l'âge de départ à 62 ans était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Face à cette offensive, le malaise grandit au sein de l'aile gauche de la majorité, dont fait partie le député marcheur Aurélien Taché. Le report de l'âge légal, c'est autre chose, et ça fera après les travailleurs les plus modestes, ceux qui ont commencé à travailler les plus tôt. Et ça, effectivement, dans ce qui est le spectre de la gauche, c'est quelque chose avec lequel on a un certain nombre de difficultés. Une aile plus sociale qui peine à se faire entendre au gouvernement, faute de poids lourds politiques. Reste à savoir si les arbitrages du président de la République contribueront à inverser le rapport de force pour la seconde partie du quinquennat. On continue cette édition spéciale avec Yasmina Jaffar qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, journaliste spécialisée en communication, et vous êtes par ailleurs fondatrice de laruchemedia.com. On voit ces arbitrages compliqués pour l'exécutif où il faut satisfaire l'aile droite mais aussi l'aile gauche. C'est les limites, on en parlait, du en même temps, du macronisme. Bien sûr, l'idée c'est d'essayer de contenir un socle qui a eu du mal à s'éparpiller tout de même. Il y a quand même un socle très important autour des 20% qui est resté proche d'Emmanuel Macron, mais qui a peut-être envie de changer d'avis si jamais ce soir à 20h les annonces ne sont qu'une multitude d'annonces. Moi je pense qu'il serait intéressant, c'est d'avoir une ou deux annonces fortes pour réellement jouer l'idée que son quinquennat va peut-être changer et avoir un vrai virage comme celui de 1983 dans le sens inverse de François Mitterrand. Donc ce qui serait intéressant là, c'est qu'il soit dans l'écoute et l'entente de ce qui a été réclamé, non pas l'ISF parce qu'il a été ici élu sur cette idée qu'il reverrait cette affaire de l'ISF, mais en tout cas sur quelque chose assez probant. Je prends juste un petit exemple. Il a été assez choqué pendant les débats de la pension alimentaire. Il était étonné, je ne sais pas si vous vous rappelez, face à une maman qui disait « Ah bon, comment ça se fait, vous ne touchez pas votre pension alimentaire ?» S'il revient sur quelque chose aussi concret comme ça et qu'il crée vraiment un système de recouvrement total très efficace, là ça parlerait clairement à un besoin probant quotidien des Français, mais que ce ne soit pas un maquillage constitutionnel. Vincent Dedailly, on voit qu'il y a des arbitrages entre le
je le disais, l'aile droite, l'aile gauche, il y aura forcément des gagnants, des perdants dans les arbitrages, selon vous? Juste une petite réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Moi, je suis très surpris que le président de la République puisse découvrir qu'il y a certaines pensions alimentaires qui ne sont pas à payer. Oui, c'est surprenant, c'est juste. C'est quand même très très surprenant. Ça veut dire qu'il est très très loin de la vie réelle, parce que c'est quand même quelque chose dont chacun est bien conscient. Et bon, alors ceci étant dit, moi j'ai entendu au début qu'il n'y avait pas de changement de ligne, qu'on allait continuer, et maintenant qu'on allait faire des annonces concrètes et puissantes. Donc je suis dans l'attente effectivement des annonces qui vont être faites. Je trouve que c'est un exercice très compliqué parce que les demandes qui ont été formulées, qu'on connaissait avant le grand débat, mais qui ont été formalisées maintenant, sont très diverses. Donc donner satisfaction à tout le monde, c'est quasi impossible. C'est mission quasi impossible. Donc je ne sais pas comment le président de la République va s'en sortir. Je suis curieux et très impatient de voir comment il va s'en sortir. Parce que je pense quand même qu'il y a des évolutions fortes qu'il doit proposer dans sa politique et dans la politique qui est menée depuis le début du quinquennat. Et j'attends de voir dans quelle direction elles vont avoir lieu. Mais on a fait moi, j'ai fait des propositions sur le plan institutionnel, j'ai fait des propositions sur le plan fiscal. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on devrait évoluer et continuer à être largement dans le mouvement. Pour moi, en tout cas, il ne faut pas rester immobile, il ne faut pas rester... la France a besoin que l'on bouge. Merci à vous, Vincent Delaesque. Je crois que vous devez nous quitter. André Gattolin, il va falloir quand même continuer ces réformes tout en rassurant l'aile sociale avec des mesures justement sociales. Ça, c'est possible? Oui, moi je crois. Alors, il faut aussi redonner une place aux parlementaires. Je le dis, même en tant que parlementaire de La République En Marche, on n'est pas assez écouté. La question des familles monoparentales, il se trouve que c'est un sujet que je connais très bien. Il n'y a pas eu d'entente et d'écoute là-dessus. C'est vrai qu'on découvre qu'au Canada, le système de recouvrement qui a été mis en place a permis de régler 95% des problèmes. Parce que tout n'est pas des questions de fiscalité. C'est une déconnexion justement du président de la République par rapport à ses préoccupations quotidiennes. Je crois qu'on a voulu aller vite en disant on a un programme et on va faire un choc. Et au fur et à mesure où on gouverne, les questions évolue, les situations évoluent, la situation internationale évolue. Hein. Moi, je ne vous cache pas qu'au niveau européen, je suis très inquiet avec l'Italie qui entre en récession, la Grande-Bretagne qui n'est pas partie et qui rentre en récession, le contexte économique, on peut me raconter ce qu'on veut sur les méthodes que nous avons au niveau national pour relancer l'activité, recréer de la croissance et du pouvoir d'achat, je n'y crois pas un instant si nous sommes dans un contexte de difficulté comme celle-ci. Mais pour revenir sur les choses du concret, je dis oui, la politique, les lois que nous faisons ne s'intéressent pas assez aux gens. Quand j'ai fait passer il y a 2 ans une loi interdisant la publicité dans les émissions pour enfants, j'ai reçu des milliers de lettres de mères, souvent de mères célibataires avec des enfants, qui disaient « Merci, enfin vous vous préoccupez d'une question qui est une de nos questions du quotidien. Nous sommes beaucoup trop planants, nous sommes beaucoup trop... bien sûr, les questions amènent de l'abstraction dans la façon de comprendre, mais la façon de parler aux citoyens, de le traduire en loi, en décision, doit être beaucoup plus ouverte. On va continuer cette édition spéciale. Avant ça, je voudrais qu'on revienne justement sur ces 3 mois de concertation avec Marie Brémond. La parole pour répondre à la colère qui s'exprime depuis des jours sur les ronds-points et dans la rue. Emmanuel Macron annonce sa volonté de dialoguer avec les Français le 27 novembre. Je souhaite que cette stratégie puisse être non seulement débattue, mais construite avec vous au niveau national et local, en se donnant le temps et la volonté, et en bâtissant justement cela dans les 3 mois qui viennent. Déjà, les maires ont commencé à ouvrir grand les portes de leur mairie pour recueillir les doléances de leurs administrés. Et c'est donc naturellement devant les élus locaux dans l'Eure que le 15 janvier, Emmanuel Macron lance officiellement le grand débat national. Il ne doit pas y avoir de tabou au moment où on se parle. Pas de tabou, le message est reçu 5 sur 5. Les thèmes abordés vont au-delà des 4 thématiques imposées. Le grand débat lui-même fait débat. Participer, ne pas participer, est-ce que c'était une opération de com'? Est-ce que c'était une mascarade? Est-ce que c'était de l'enfumage? La question se pose tant le président de la République est présent. Des heures à discuter devant les caméras face à des jeunes, des habitants de banlieue, des femmes, des handicapés, des élus. Une catharsis collective qui semble séduire ceux qui participent. C'est une grande performance ce soir, il répond à tous les sujets comme je l'ai déjà dit. Je suis très content qu'un président de la République s'intéresse à la jeunesse
et viennent jusqu'ici pour nous voir. Et je pense que je vais ressortir pas grandi, mais ouais, si on peut dire. Je ressors grandi de ça et c'est une bonne chose. Au total, c'est un peu plus de 9000 réunions locales qui ont eu lieu sur l'ensemble du territoire, sans compter les près de 2 millions de contributions sur Internet. Pour moi, c'était de la pub, c'était sa campagne électorale pour les européennes. Macron il se parle à lui-même, c'était un monologue, ça n'apportera rien. Les gilets jaunes continuent de défiler samedi après samedi, parfois un peu moins nombreux certes, souvent rejoints par des casseurs venus en découdre avec les forces de l'ordre. Dernière étape de l'exercice, les 14 conférences régionales avec des citoyens tirés au sort. Le 8 avril, une partie du gouvernement entoure le Premier ministre pour la restitution. Le grand débat national s'achève aujourd'hui. Ces 3 mois, ils ont été intenses. 3 mois intenses qu'il faut désormais clore pour se tourner vers des réponses pragmatiques. Emmanuel Macron saura-t-il traduire ce soir les mots des milliers de Français ? L'exercice est là, forcément périlleux. Yasmina Jaffar, le risque de ce débat, est-ce que ce n'est pas d'avoir créé trop d'attentes, à trop vouloir être disruptif? Il y a ce risque d'être déceptif ce soir? Exactement, donc c'est vrai que ça a duré 3 mois, qu'il avait promis la fin des débats au 15 mars, mais il a prolongé après le 15 mars. Donc on se retrouve aussi avec une autre promesse qui était le 15 avril, je ferai la restitution. Donc il a eu finalement peu de temps pour ne pas être décevant. Et par rapport à la forme, ce qui est assez intéressant, c'est inutile d'être disruptif dans la forme. Être à 20h ce soir, pendant 20 minutes à une allocation, il est temps d'être plutôt dans le concret et la tradition pour pouvoir dire les choses dans le fond. La forme n'a pas vraiment d'utilité. J'espère qu'il ne sera pas dans la pénombre comme la dernière fois. Là, ça a du sens, la forme. Mais au-delà de ça, vraiment, il doit être entendu. Ensuite, il y a une conférence de presse mercredi. La forme est intéressante parce que là, il y aura une confrontation avec des journalistes. Et pourquoi pas, on nous a habitués à une lettre, pourquoi pas une lettre ensuite en troisième recours pour bien faire entendre la chose. Mais je reviens vraiment sur cette idée qu'il faut qu'il y ait vraiment une réponse forte ou deux et non pas quelque chose de noyer, surtout pas avec quelque chose autour de la proportionnelle ou autre, parce que c'est des petites choses, ou peut-être, j'ai vu aussi la fin des avantages des présidents et du ministre, même si c'est intéressant, dans les faits, au quotidien, les Français n'ont pas besoin de cette idée-là, c'est juste un symbole, un peu comme l'ISF, il faut maintenant répondre vraiment aux besoins de pouvoir d'achat des Français, il est là le problème. Sophie Taillé-Polian, c'est l'acte 2 du quinquennat qui se joue ce soir, il n'aura pas de seconde chance, dit notamment Gérard Larcher, le président du Sénat. Écoutez, je pense qu'effectivement, après avoir suscité un tel suspense, nous sommes suspendus aux lèvres du président de la République pour avoir la révélation de ce qu'il a décidé tout seul, puisque le Premier ministre, qui normalement est chargé de la politique du gouvernement, n'était pas en mesure de nous annoncer les projets. Donc effectivement, il a créé une attente. Une attente, il y a peu de gens qui se leurrent sur sa capacité, effectivement, à réorienter le quinquennat suite à une écoute qui aurait pu être attentive des demandes notamment des Gilets jaunes, mais surtout d'une majorité de la population française qui soutenait ce mouvement, justice fiscale et augmentation des salaires. Et également des mesures pour relancer l'économie, parce que on a vu quand même ces dernières semaines un certain nombre de difficultés dans pas mal d'entreprises, notamment je pense aux entreprises automobiles, et où le gouvernement est très à la peine, voire incapable, d'anticiper les évolutions de ce secteur comme d'autres. Et c'est bien de là dont il s'agit pour assurer les emplois de demain. Jean-Raymond Hugonet, obligation de convaincre pour le chef de l'État s'il ne veut pas compromettre la suite de son quinquennat ce soir? Ça c'est clair, mais à mon sens, il n'a pas, je partage ce que vient de dire Mme Jaffar, il va falloir être dans le concret. Or, il n'a sur les choses qu'attendent vraiment les Français. Il va pas, les mesurettes, on n'en est plus là. Et je pense vraiment, personnellement, qu'il n'a pas les moyens. Oui, tout à fait. De prendre ces annonces et de les rendre, ces annonces. Parce qu'avant de rendre ces annonces-là, il y a une pédagogie à faire, encore une fois, vis-à-vis du peuple français, je le redis, auquel on n'a pas forcément dit la vérité, qui aujourd'hui, forcément, puisqu'on est le pays qui a le plus de reversements, on a une redistribution très importante, et pourtant les gens sont dans la rue. Donc il y a un moment, il y a une espèce de disparité entre la demande et ce qu'on constate. Aujourd'hui, ce qu'il faut prendre comme décision, le président de la République n'a pas les moyens de les prendre, je vous le dis, et j'ai peur du lendemain.
André Gattolin, est-ce qu'il a retrouvé de la combativité, de la crédibilité avec ce grand débat, selon vous? Moi, je crois que ce soir n'est pas le grand soir. C'est une série d'annonces. Il y aura plusieurs étapes. Je pense que le résultat des élections européennes traduira ou pas une sanction. Moi, je vous dis, 20% aux élections européennes, quand on est à 24% au premier tour avec le double de participation, ça ne serait pas un bon résultat. Je pense que ça passera aussi par un changement profond de gouvernement. Là, on est dans un certain nombre de mesures. Je pense qu'il y en aura donc un remaniement, c'est ce que vous nous dites? Je pense qu'il y aura évidemment un remaniement et à un moment un changement de Premier ministre. Moins de ministres peut-être. Peut-être moins de ministres aussi, parce qu'on multiplie les sources. La difficulté aujourd'hui, c'est le mode de gouvernance du pays. Je trouve qu'on reste un pays extrêmement administré. On est un des pays, effectivement, qui prélève parmi le plus, qui fait très peu, au regard de ce qui est prélevé, de la vraie redistribution sociale. Il y a un problème de simplifier. Absolument. Et la simplification, malheureusement, on la confie à ceux qui la refusent. Je revenais en effet sur ce que disait, dans le monde très rapidement à préserver, ce que disait Monsieur mon voisin, c'est vrai que est-ce que les gens qui sont dans la rue sont ceux qui se sont exprimés? C'est toute la question autour de ce grand débat, parce que ça n'a pas modèle de sondage. C'est quelque chose d'assez particulier où les gens qui ont été à ce débat sont des gens plutôt habitués au débat. Est-ce que ce sont réellement les Gilets jaunes, ce profil-là? Je ne sais pas. Donc, la déception sera peut-être là. Et on aura des réponses ce soir. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. On continue les réactions. Une dernière réaction avec vous, Alexandre Poussard, avec le sénateur communiste des Hauts-de-Seine, Pierre Ouzoulias, c'est à vous. Oui, Pierre Ouzoulias, est-ce qu'Emmanuel Macron a les moyens de répondre ce soir aux attentes des Français? Je l'espère, les Français et les Françaises aussi. Il y a eu énormément d'attentes à la suite de toutes les discussions. Moi, j'en ai participé à quelques-unes, beaucoup, dans différentes communes. Et j'ai senti vraiment une implication très forte des citoyens et des citoyennes dans le débat démocratique. Ils veulent aujourd'hui s'intéresser à tout ce qui concerne leur vie, l'économie, etc. Et je crois que le président doit les écouter et doit être à la hauteur de ce qu'ils lui demandent. Je crains malheureusement que ça ne soit pas le cas. Et aussi, ils ont une crainte forte de ne pas être entendus ce soir. Et justement, pour prendre ce virage démocratique, selon vous, est-ce qu'il faut toucher en profondeur à la Ve République? Oui. Ça ne fonctionne plus. On est dans une monarchie élective où tous les 5 ans, on élit, alors certes démocratiquement, mais on élit un roi qui ensuite s'octroie la totalité des pouvoirs et supporte aucun contre-pouvoir. On l'a vu avec l'affaire Benalla, on l'a vu avec ce qui s'est passé au Sénat au moment de la privatisation d'ADP. Donc il faut changer de système. Ce système, il est arrivé au bout de sa logique. Je crois qu'on a besoin d'un grand chambardement. Alors est-ce qu'il faut répondre à l'une des attentes principales des Français, qui est de baisser le nombre de parlementaires? Je ne vois pas à quoi ça sert. Si c'est pour restituer du pouvoir d'achat aux Français, aux Françaises, c'est simple. En supprimant complètement le Sénat, ils gagnent 5 € par an. Bon, est-ce que c'est vraiment un gain de pouvoir d'achat qui les intéresse? Et ils ont bien vu avec l'affaire Benalla et maintenant avec ADP que le Sénat joue un rôle de contre-pouvoir qui était essentiel au bon fonctionnement de notre démocratie. Très bien. Merci beaucoup, Pierre Ouzoulias, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Alexandre, pour cette dernière réaction. Et comme tous les lundis, c'est l'heure à présent de sénateur à domicile. Aujourd'hui, nous allons dans les Yvelines, terre d'élection de Sophie Primas, la sénatrice LR. Vous allez le voir, se bat pour le maintien du programme européen Leader. Ce sont des fonds destinés à aider la ruralité et qui pourraient disparaître. Reportage dans le vaccin de Jonathan Dupriez. Allez, c'est parti. C'est un nouveau départ pour Adeline Jean-François. Après des années dans la banque, la jeune femme de 35 ans se lance dans la vente de produits du terroir. Je viens récupérer ma commande du coup de poulet que j'ai commandé au préalable à Monsieur Emery. Il y en a beaucoup, hein? Des volailles produites par Franck Emery dans sa ferme au beau milieu du Vexin. Patate de la ferme du Aubert. Donc ça c'est élevé, ça a 18 semaines. Local, circuit court. Et dans le respect du bien-être animal, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux. C'est élevé sur place, c'est abattu sur place, transformé sur place. Le projet d'Adeline repose sur ce camion magasin. Grâce à ce véhicule à plus de 62 000 €, elle compte acheminer les produits locaux dans les communes reculées du département. Une aubaine pour les producteurs. Nous, on s'est déjà attiré une partie de la clientèle chez nous ici, mais c'est quand même un point de vente qui est relativement excentré.
Et donc ça nous permet, quand on a des personnes comme Adeline qui vont aussi représenter, pas que nos produits, mais nos produits en font partie, c'est une partie du travail qu'on n'a pas à faire nous. Voilà. Ce qu'espère surtout Adeline avec son camion, c'est de devenir le trait d'union entre la campagne et les villages où les commerces sont désertés. Mon but, c'est vraiment aussi de faire un endroit convivial du camion. Ça veut dire que les gens vont venir se retrouver auprès du camion, déguster un petit café, manger un petit gâteau. Le but, ce sera vraiment le côté rencontre, comme on pouvait avoir avant les anciens bistrots en fait, de la commune, où c'était vraiment le lieu de rencontre. Là, en fait, j'ai envie que le camion soit exactement la même chose. Bonjour. La commerçante se met en place à Breuil-Bois-Robert, à 5 km de Mantes-la-Jolie. Sa première installation se fait sous l'œil de la présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat, Sophie Primas. C'est un peu une Madeleine de Proust, un camion magasin. Ça nous rappelle des choses qui existaient et qui ont disparu. Et puis c'est un service qu'on apporte à la population. C'est accueilli avec bienveillance par les élus locaux. Pendant plus d'un an, l'élu a suivi le projet d'Adeline de A à Z. En tant que présidente d'un groupe d'action locale, elle a permis à la jeune femme de bénéficier de près de 3 300 € pour acquérir son camion. Une somme issue du fonds Leader, une aide européenne pour le développement rural. On a en Ile-de-France une enveloppe assez importante et sur cette vallée de Seine, un programme d'1,3 million, donc sur 5 ans, que nous avons à dépenser, en tout cas à investir sur notre territoire et qui, pour notre compte, est exclusivement destiné à rapprocher le monde rural et le monde urbain. On n'est pas dans l'ultra-ruralité de l'Ariège, de l'Ardèche, de la Creuse, voilà. On n'est pas dans cette ruralité-là, mais on n'est pas non plus dans la métropole et on n'est pas non plus dans les zones urbaines. Donc voilà, il faut qu'on trouve cet équilibre en faisant vivre nos villages, en les préservant. C'est aussi un enjeu pour nous de préservation des terres agricoles, de préservation de la qualité de vie dans les Yvelines. En 2014, l'Union européenne a attribué une enveloppe de plus de 700 millions d'euros à la France afin de soutenir des milliers de projets comme celui d'Adeline. Mais à ce jour, 5000 d'entre eux attendent toujours leur financement en raison de dysfonctionnements administratifs. Voilà. Bonsoir Sophie Primas, merci d'être sur ce plateau. Des dysfonctionnements administratifs, c'est ce que vient de dire Jonathan Dupriez, menacent ces fonds européens pourtant essentiels pour la ruralité. Oui, ils sont essentiels pour la ruralité. On l'a vu là en Ile-de-France, qui est un petit peu atypique, mais sur l'ensemble de la France, ce sont des fonds de développement rural. Et donc, il va manquer probablement, on va laisser à l'Europe une enveloppe de 140, 150 millions d'euros, qui serait du pain béni, évidemment, pour notre ruralité, à un moment où, évidemment, l'actualité parle beaucoup de ce manque de dynamisme de la ruralité. Comment on explique ce risque qui pèse justement sur ce programme Leader? Ça vient d'où? En fait, il y a deux éléments principaux, j'allais dire, qui sont à l'origine de cela. Un premier élément qui est qu'on a choisi sur ce programme-là de confier la gestion de ces contrats à la région. Donc en soi, c'est plutôt une bonne idée parce que plus on rapproche territorialement, mieux c'est. Mais il y avait un apprentissage aussi pour les régions à instruire ces dossiers. Il a fallu qu'ils mettent en place eux-mêmes des équipes qui puissent instruire ces dossiers. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on a eu des problèmes tout simplement de logiciels, de paiement de l'État, et que ça a pris des retards considérables, qu'on a rajouté des contrôles à ce niveau-là et que du coup, il y a des dossiers, il y a je crois 5000 dossiers en attente de traitement et on est à moins de 5% des dossiers qui sont aujourd'hui réellement... Vous avez alerté le gouvernement sur cette situation? Bien sûr, il y a eu des questions d'actualité, on a fait des courriers, on a alerté, mais je crois que le ministre de l'Agriculture est parfaitement conscient, d'ailleurs il l'a dit en réponse à une question il n'y a pas très longtemps, il est parfaitement conscient de la réalité, il essaye évidemment de corriger les choses. Nous avons aussi alerté les présidents de région, parce que c'est aussi en région que ça coince, j'allais dire, on n'a pas assez de monde pour instruire les dossiers. Et il y a une effervescence de projets comme celui que vous venez de voir, qui est très très important, très enthousiasmant, très dynamique, mais qui se heurte du coup à ce problème de financement. Ce qu'on l'a vu dans ce reportage, c'est vous qui êtes la présidente de ce groupe d'action locale. Ça consiste en quoi? Quelle est votre action sur le terrain? Alors c'est un peu curieux d'avoir un groupe d'action locale sur le département, qui s'occupe d'agriculture sur le département des Yvelines,
qu'on pense être dans l'imaginaire collectif un département plutôt urbain. En réalité, nous avons gagné l'appel à projet de la région sur le rapprochement entre les urbains et les ruraux, et entre le rapprochement entre évidemment les productions locales et, le grand bassin de consommation que représente l'Île-de-France. Et en fait, nous soutenons tout ce qui permet de faire du lien entre l'agriculture, la production, et puis, encore une fois, ces consommateurs qui sont juste là devant nous. Oui, avec cette promotion des circuits courts dans un département comme les Yvelines, c'est important aussi, puisqu'on a souvent une image peut-être d'un département assez urbain, ce n'est pas le cas? Alors évidemment, beaucoup de producteurs, et on voit aussi beaucoup d'installations en ce moment, beaucoup de maraîchers, mais aussi des gens qui font de la pisciculture, des moulins qui, à partir du blé qui est fait sur nos plateaux, font de la farine, de la baguette d'Île-de-France. Enfin, on a vraiment tout un réseau de producteurs qui sont là, et qui sont d'ailleurs bien insuffisants au regard des 12 ou 13 millions de consommateurs qui se trouvent en région Île-de-France. Donc il faut prendre chacun d'eux et les accompagner. On peut encore les soutenir pour justement inciter le développement de ces circuits courts. Et surtout, alors au-delà même des circuits courts, ce qu'il faut vraiment soutenir dans notre région Île-de-France, et particulièrement dans les Yvelines, sont les outils de transformation. Parce que souvent, on a les producteurs de produits bruts, on a les consommateurs de l'autre côté, mais entre les deux, il nous manque à la fois des outils de logistique pour organiser tout ça, et aussi des outils de transformation qui permettent d'avoir des ateliers de découpe, qui permettent d'avoir des ateliers qui font des plats préparés, qui permettent de faire des yaourts. On a des jeunes qui viennent de s'installer il y a quelques années en yaourt, qui font un carton. Bon, voilà, il faut accompagner ces outils de transformation qui ne sont plus très très nombreux en Île-de-France et qui nous manquent cruellement. Oui. Vous espérez encore infléchir peut-être la situation européenne et avoir moins de menaces sur ce programme Leader? Ce que j'espère, c'est que les régions vont se rendre compte que les programmes Leader qui sont à l'intérieur du FEADER et qui ne représentent qu'une petite partie du FEADER sont des programmes extrêmement importants pour atteindre les objectifs qui ont été donnés par le gouvernement, mais qui sont aussi demandés par la société en termes de proximité de la production. Donc voilà, il ne faut pas que les régions nous laissent tomber. Et puis de l'autre côté, il faut que l'État nous demande des prolongations à l'Europe pour pouvoir aller jusqu'au bout de ces budgets. Eh bien, merci à vous, Sophie Primas, d'être venue nous en parler sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h, vous retrouvez On va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Bonne suite des programmes sur Public Sénat.